Ah, et c'est vrai que c'est un acrobate, lui, hein. En fait. Ils ont soumis un petit contrôle d'identité. Ils nous ont arrêtés avec les gyrophares et on sait pas trop ce qu'ils veulent encore. On doit aller déposer ce qu'ils ont pris et voilà. Ah, ils vont déposer ce qu'ils ont pris? Et ouais, parce que ça reste un vol. De poubelle? Non, c'est pas des poubelles. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue dans Rendez-vous avec numéro 5, aujourd'hui avec un invité, une invitée, c'est Magali Vialon. Magali Vialon, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Droit Citoyen. Alors je suis très heureux de vous avoir parce qu'on a un petit peu bataillé, vous aviez, entre guillemets, vous n'aviez pas très envie de venir vous exprimer, et puis j'ai réussi à vous avoir. Alors on a 1 heure pour vous connaître, une heure pour mieux comprendre, pour parler de beaucoup de choses, mais la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment allez-vous? Merci pour la question, ça va. Ça va, c'est vrai que c'est une bonne question, cette période. Il y a beaucoup de gens qui ont été malades, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit un peu dans le doute, puisqu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ne savent pas s'ils vont rouvrir, qui ne savent pas s'ils vont avoir des clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté, et c'est vrai de savoir si les gens sont en bonne santé morale, entre guillemets, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait, c'est une période d'incertitude. Tout à fait. Comment vous avez vécu justement, vous, ce confinement? Alors, le confinement, pour moi, il a pas changé grand-chose, puisque j'ai continué à travailler. Je l'ai fait de chez moi, par contre. J'ai rapatrié les ordinateurs du CHU sur ma salle à manger. Mais bon, comme on ne recevait personne, c'était pas bien grave. Et puis, on a continué à faire des visioconférences avec nos étudiants. Enfin, on a beaucoup de masters, de jeunes qui sont en thèse. Et il fallait bien continuer à faire avancer ces travaux. Justement, on va revenir sur votre parcours, parce qu'on entend parler de Magali Vialon, on a entendu parler de vous par la politique, mais finalement, on ne sait pas très bien qui vous êtes. Alors, vous êtes originaire de la région? Oui. Vous avez grandi dans la région, vous avez fait quelles études? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Oui, alors je suis née à Firminy parce que maman avait très envie en fait d'accoucher avec un des gynécos charismatiques de la région qui avait beaucoup œuvré sur planning familial et qui lui paraissait assez moderne dans son point de vue. Donc on est descendu de Chalmazel avec mon père pour accoucher à Firminy. Donc je suis née là. Et puis, je viens donc d'un petit village des Monts du Forêt, une station de ski. Chalmazel, oui. Voilà, j'ai fait du ski depuis toute petite. Et donc, dans un environnement qui est magnifique, je pense que tout le monde le sait. Et donc, j'ai un papa qui avait une petite laiterie à Chalmazel. Donc, il faisait du fromage, de la fourme de Montbrison. Il faisait de la fourme de Montbrison. Voilà, et maman a été nommée institutrice là-haut. Donc, elle a fait ses débuts dans une classe unique. Et Chalmazel, c'est un village où il y a beaucoup de polytechniciens et des gens qui ont fait des brillantes carrières internationales. Donc le milieu paysan, très volontaire, qui a faim, en général bénéficiait bien de l'école de la République. Et du coup, vous en avez profité pour vous mettre au ski alors? Ah oui, je suis une grande skieuse. Je fais essentiellement du ski de randonnée maintenant, puisque je suis aussi une écologiste. On va y venir. Et au niveau professionnel, alors, les études, tout ça, ça s'est passé comment? Vous êtes dirigé sur quoi? Oui, alors j'ai fait mon collège à la Talaudière et puis ensuite mon lycée à Saint-Chamond et ensuite je suis partie sur Lyon en cursus universitaire à partir de la licence. Donc j'ai fait un doc de sciences à la Métard à Saint-Étienne. Voilà, j'ai pas réussi à accepter l'école, la prépa, ça correspondait pas tout à fait à ma mentalité. Voilà. Et vous vous dirigiez sur quel métier alors? Je voulais faire prof de maths au départ parce que j'ai une famille, maman étant enseignante. J'allais vous dire, c'est un bon calcul. C'est un bon calcul. Voilà, parce que c'était mon horizon en fait. J'ai été élevée dans un milieu enseignant et entrepreneur de l'autre côté, donc ingénieur, mathématicien, je savais pas trop. J'avais envie d'enseigner. Et puis ensuite, j'ai découvert la physique et la physique par rapport aux mathématiques, c'est un autre univers, c'est beaucoup plus merveilleux. Enfin, moi, je trouve que c'est plus, c'est un imaginaire complètement différent. C'est plus concret aussi, et puis ça explique le monde. Voilà. Donc après, j'ai voulu aller sur Lyon pour notamment faire de la physique nucléaire. Et donc,
Après, peut-être de l'astronomie, je savais pas trop à l'époque, mais c'est tout de suite la médecine et les applications médicales en fait de la physique qui m'ont séduite. Donc aujourd'hui, vous êtes scientifique. Et aujourd'hui, voilà, je fais de la physique toujours pour faire des images. Donc au CHU de Saint-Étienne, on travaille sur des problèmes informatiques qui nous renseignent sur la qualité de nos organes. Et on essaye de faire des images non pas seulement anatomiques, qui montrent les os, qui montrent les poumons actuellement dans la période Covid ou le cœur, mais essayer de dire aux médecins quelle est la qualité de ce tissu. Est-ce qu'on peut l'améliorer avec des thérapies, avec de l'activité physique, par une bonne nutrition? Et c'est mes sujets de prédilection. Donc la santé. La santé, ouais. Donc vous êtes dirigé vers le côté scientifique, mais le côté médical. Voilà, c'est fournir. Alors, on est dans ce qu'on appelle la technique, en fait, la technologie au service de la médecine. Et sur Saint-Étienne, il y a quand même pas mal d'économies qui tournent autour des technologies médicales, les bas de contention, etc., notamment. Et quand vous avez eu vos diplômes, vous êtes parti dans plusieurs régions avant de revenir à Saint-Étienne, ou alors vous avez... Alors oui, j'ai voyagé. Oui, j'ai fait une partie de ma thèse aux États-Unis, puis un postdoc, donc une continuité de travaux de recherche en Allemagne. Et ensuite, j'ai intégré une grande boîte, qui s'appelle Siemens, donc que tout le monde connaît, qui fait... Allemand? Oui, qui fait des centrales, qui fait des tramways, mais qui fait aussi du médical et qui est allemande. Et il y a une succursale française. Et donc, on faisait du support et de l'aide à la médecine, quoi. Enfin, voilà. Et comment on se retrouve alors à Saint-Étienne? On demande à être muté ou alors on passe des concours? Ça se passe comment professionnellement? Alors, après mon travail chez Siemens, ça m'a permis d'appréhender la santé vue par l'industrie. Vu par le monde médical, par le monde des technologies, les vendeurs de matériels médicaux. Il y a des choses qui ne m'ont pas forcément enthousiasmée, on va dire. Cette médecine marchande qui délaisse peut-être un petit peu de côté l'intérêt du patient. Et donc, quand j'ai eu la possibilité d'intégrer l'hôpital cantonal de Genève en Suisse, qui s'équipait de toute une plateforme Siemens, j'ai sauté le pas et je suis partie travailler en Suisse pendant 7 ans. Et donc, c'est quand je suis revenue en 2014 sur la région que là, j'ai eu envie de faire ma part du colibri, on va dire, et de me mêler aux associations qui œuvraient au niveau écologique et puis comprendre un petit peu comment c'était organisé et essayer de participer. La fibre, c'était le côté citoyen, si j'ai bien compris. L'écologie, c'était pas le côté politique en lui-même. Non, l'engagement, il vient d'abord des valeurs, de l'envie d'essayer d'informer, d'éduquer. J'essaye de faire beaucoup d'éducation populaire au niveau de mon métier, c'est-à-dire essayer d'expliquer aux gens ce qu'on fait, les nuits des chercheurs, toutes ces occasions où on est confronté au grand public et où on essaye d'expliquer un petit peu pourquoi on travaille. Et puis sensibiliser les gens au fait qu'ils sont les acteurs de leur santé. Hippocrate disait « Mon alimentation, c'est mon premier médicament ». Donc pour moi, ça, c'est des choses qui comptent. Et on essaye de le démontrer aujourd'hui, de montrer ça aux gens par des images. Et on fait des images en couleur qui sont magnifiques. Je vous invite à venir dans les journées de la science, dans nos labos quand ils sont ouverts. Et on fait des journées portes ouvertes, on accueille tout le monde. On accueille beaucoup de lycéens aussi pour des stages en 3e, pour voir un petit peu quels sont les métiers autour de la science. Justement, vous vous adressez à quel public? C'est des ados, c'est des adultes, C'est tout. On peut travailler même. Je vais dans des classes avec des enfants tout petits. En fait, ils adorent. Un scientifique, c'est sans doute une façon de prolonger l'enfance au niveau de l'émerveillement de la connaissance du monde. Moi, je pense que je suis une grande enfant dans la science. Ça veut dire que vous découvrez tous les jours des choses, de l'émerveillement. Oui, toujours. C'est ça. C'est sans doute la raison première en fait de faire de la science. Et donc un enfant, quand on lui montre le corps humain, ils sont passionnés, ils adorent ça, le cœur. Quand on le montre avec des images et les technologies d'aujourd'hui, ils sont ravis. Donc, essayer de garder cet émerveillement, c'est ça qu'on perd à l'école après. Et cette école de la République qui ne joue plus son rôle actuellement, c'est ça qu'elle a sans doute perdu de vue. Donc, essayer d'intervenir le plus souvent possible dans des écoles pour essayer de leur expliquer pourquoi on fait des maths qui peuvent être rébarbatives. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Oui, c'est chiant à résoudre. Mais à quoi ça sert? Ça sert à faire ces magnifiques images du corps humain, par exemple, qui nous permettent de savoir au jour d'aujourd'hui comment on peut faire mieux, être dans la prévention, être dans la qualité de vie, etc. Enfin, moi, c'est mon moteur. Donc, si j'ai bien compris, on est là pour expliquer, pour faire connaître,
Mais où est le côté, entre guillemets, lucratif? Est-ce qu'on vend ces images? Est-ce que c'est des choses qui se monétisent? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un business derrière tout ça? Bah, le risque, évidemment, quand on développe des technologies, c'est d'essayer de vouloir en équiper le plus possible de gens, même s'ils n'en ont pas besoin. Hein, c'est à partir de ça qu'on peut développer un marché, par exemple. Donc là, on perd peut-être le fil et on se pose moins la question, et peut-être pas assez au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'une personne de 93 ans a vraiment besoin d'une prothèse endo-aortique ou je ne sais quoi qui coûte son bras? Et est-ce que ça va changer sa qualité de vie? Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Et aujourd'hui, on lui dit alors Madame Machin, il faut que vous fassiez ça. Et on va dans une surenchère technologique. Donc moi, j'essaye de ne pas être dans cette surenchère technologique de par mon métier, même si c'est aussi mon rôle de faire évoluer les choses. Donc si on pouvait essayer de soigner déjà à maxima sans aller dans cette surenchère technologique, et puis pour le bien des gens, pour éviter aussi qu'ils passent du temps dans un hôpital pour rien, si on pouvait prévenir beaucoup plus, c'est tout ça qu'on essaye d'expliquer. Une dernière question technique et privée. Qui c'est qui vous paye? C'est l'État? C'est un fonds privé, un fonds public? Comment ça se passe? C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Donc le service public. C'est le service public qui vous paye, d'accord. Voilà. Et puis j'ai par ailleurs, donc je travaille à mi-temps à l'hôpital et l'autre partie de mon temps, donc j'ai un statut d'auto-entrepreneur, mais j'ai aussi des contrats de recherche que j'écris. Donc on va demander par exemple des subventions à l'Europe pour un projet de recherche. Et sur ces projets qui sont un succès, on peut ensuite se payer pendant 2 ou 3 ans, ou payer des étudiants ou d'autres savoir-faire, des ingénieurs. Et on doit évidemment rendre des comptes. C'est-à-dire que l'Union européenne vous donne de l'argent, mais vous devez rendre des comptes. Et puis, ils vous les délivrent en petits bouts, pas tout d'un coup, de manière à être sûr que vous faites bien ce que vous êtes censé faire. Voilà. Donc, j'ai une autre partie de mon salaire qui vient en fait de ces contrats de recherche. Donc, vous avez un emploi du temps très chargé déjà et vous avez trouvé du temps pour encore faire de la politique. La vraie politique au sens politique. Oui, alors ce que laisse la recherche, par contre, c'est de la flexibilité. C'est-à-dire que si je cherche entre 2h et 3h du matin, ou si je fais des manips avec mes étudiants le soir, ça me laisse de la possibilité dans la journée de venir ici, de venir d'assister à des réunions associatives, d'essayer de faire ma part. Voilà. Alors après, j'ai comme tout le monde 24 heures dans la journée. Voilà. Donc, la relativité générale n'y change rien. On a un peu situé le personnage, mais quel était le déclic finalement? On a parlé de 2014. C'est d'avoir suivi même Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez vraiment envie franchi le pas? Oui, il m'a semblé avec En Marche, donc avec Emmanuel Macron, qui avait, comme aujourd'hui d'ailleurs un peu avec le Covid, que les cartes étaient battues, qu'il y avait une opportunité. Et notamment parce que on essayait de sortir de ce clivage droite-gauche qui me semblait assez stérile, de cette politique d'oligarchique, d'apparatchik, d'appareil, etc. Il y avait une opportunité pour la société civile de faire sa part, d'essayer de prendre part et de changer les choses. Donc c'est dans ce sens que j'ai essayé d'œuvrer. Voilà. Et c'est ce que vous avez découvert, ou alors vous vous êtes vite rendu compte que c'était toujours les mêmes fonctionnements? Oui, alors pas du tout. Oui, en effet, j'ai été un peu déçue. Alors il y a des gens qui vont dire les grandes espérances amènent aux grandes déceptions. La politique, il y a peut-être des codes aussi qu'il faut comprendre et connaître. Alors ça, moi, en tant que scientifique, je ne peux pas accepter qu'on me dise la politique, c'est comme ça. Comme j'accepte pas que quoi que ce soit comme ça, en fait. Voilà. Donc je pensais qu'on pouvait être suffisamment nombreux pour essayer de travailler de façon collégiale. On a beaucoup bataillé pour essayer d'instaurer ça, mais on a quand même réussi à obtenir que le comité de Saint-Étienne soit géré par 3 personnes et pas par une seule. Donc il y avait Lionel Saugue, Rachid Doulmi et moi-même. L'idée, c'était de proposer 3 personnalités, 3 façons d'aborder les choses différemment, 3 visions différentes. 3 visions peut-être différentes, 3 bords politiques différents, 3 histoires, et puis surtout démontrer qu'on pouvait peut-être faire ça sur tous les postes. C'est-à-dire que si vous avez un responsable de la communication, on peut peut-être mettre 3 personnes et pas une seule. Ça évite qu'il y ait une accaparation des pouvoirs. Donc moi, j'aime beaucoup le fonctionnement collégial dans les associations. C'est ce qu'on pratique, nous, au niveau recherche. Sinon, vous êtes mort. Si vous commencez par tout miser sur quelqu'un et que cette personne ne fait pas son boulot, ça ne se passe pas bien. L'entreprise a compris ça. La transversalité, elle a été introduite assez rapidement dans l'entreprise. On ne va pas tout miser sur une personne, on va faire en sorte que le travail soit fait
Et celles qui tirent un peu leur épingle du jeu, on voit bien cette organisation un petit peu opale, où on mise sur le savoir-faire des gens, sur l'expertise d'usagers, c'est celles qui savent faire cette révolution. Alors, certaines multinationales, malheureusement, fonctionnent aussi comme ça. Hein. Quel était Vous étiez 3 donc à conduire la voiture, si je peux m'exprimer comme ça. Quelle était la direction, quel était le chemin que vous vouliez prendre? L'idée, il y avait énormément d'outils qui étaient donnés par En Marche pour essayer de créer des façons de faire citoyennes, de créer des engagements citoyens. Donc, on essayait vraiment de travailler par tâche engageante, mais c'était très difficile parce qu'on passait en fait notre temps à nous battre contre une ancienne volonté politique qui voulait continuer de faire de la politique comme autrefois. Et on passait malheureusement trop de temps dans ces réunions à lutter contre ceux qui empêchaient d'instaurer cette nouvelle façon de faire. Donc, on n'y est même pas arrivé, en fait. Voilà. Et je pense que la candidature à la mairie, c'était un petit peu le dernier sursaut, la dernière tentative qu'on a fait en trio pour essayer de discuter avec Paris, de leur dire qu'il fallait changer les choses, que ça ne pouvait pas marcher avec ce côté très vertical, le référent, le machin, etc. Mais il fallait laisser s'exprimer un petit peu plus les énergies au niveau de la base. Hein. Un des grands trucs de Macron, c'était libérer l'énergie, libérer les énergies, les volontés, les capacités, miser sur ça. Bon, si on se tient à ce discours-là, la mise en œuvre, elle était laborieuse derrière. Hein. On avait l'impression, oui, de l'extérieur, que c'était un peu ça à la base, et on a vite eu l'impression que tout redevenait comme avant, finalement. Oui, voilà. C'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes façons de faire. Tant qu'on ne pourra pas donner des garanties aux gens que leur parole sera écoutée, que le fonctionnement sera collégial, y compris après un scrutin, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment lors du scrutin qu'il faut donner les garanties aux gens que le pouvoir sera exercé de façon collégiale, en écoutant leur point de vue tout au long d'un mandat et pas seulement au début quand ils nous élisent, on désintéressera les gens. Hein. Le seul parti qui monte, c'est l'abstention. Quand on regarde, il faut être pragmatique. Et vous étiez sur des projets, sur des idées, sur des programmes, et d'autres étaient plutôt sur des échéances électorales. Alors, oui, voilà, moi je voulais travailler ensemble, essayer de découvrir ensemble la méthode qui irait bien à Saint-Étienne. Elle n'était pas écrite. Essayer de voir quels étaient les sujets qui pouvaient permettre à Saint-Étienne de changer de perspective. Tout ça, c'était à faire en réunissant les énergies. On trouve ça dans les associations. Le problème, c'est que les associations ont besoin du politique pour changer d'échelle, pour à un moment vraiment étendre, avoir la visibilité, l'écoute, accéder à plus de public, faire que ça change vraiment de dimension. Et donc, c'est un peu la logique. Il faut travailler dans le système politique parce que c'est là où on a la perspective de changement, de changer les choses. Le Yaka Faucon, ça n'a jamais servi à beaucoup de choses. Ça n'a jamais eu beaucoup d'influence pour changer les choses. Donc, il faut aller chercher toutes ces idées à la base et il faut arriver à intégrer ça. Alors, comment on fait ça ? Moi, j'essaye de m'inspirer de ce que je sais faire, c'est la recherche. Ça marche pas mal. Hein. On arrive à innover et on arrive à le faire avec beaucoup de monde. Et c'est pas une seule personne qui fait tout toute seule, jamais. Donc, faire orchestrer, s'assurer qu'il y a des contre-pouvoirs au pouvoir, parce qu'on voit bien qu'après, ça pose problème. Et vous, quand vous étiez en phase de réflexion, vous aviez donc amené des idées. Est-ce que vous vous êtes vite rendu compte que ces idées, finalement, on ne pourrait pas les mettre en place, ou alors que c'était un système qui marchait comme ça et qu'on n'avait pas l'espace pour s'exprimer ? Il y avait des idées. Si on prend l'Europe, par exemple, qui était aussi un sujet qui moi, m'a séduit chez Emmanuel Macron, c'est que j'y vois clairement cet échelon européen, pour moi, est un échelon important de protection. Et donc, notamment quand on est écologiste, je pense que l'Europe, c'est quand même un endroit où on peut essayer d'avoir des politiques ambitieuses, hein, et de pouvoir créer un équilibre qui compense la dérégulation de la mondialisation et donc peut-être instaurer un peu plus d'harmonie et moins de pression sur l'économie, sur le social, tout ça. Encore faut-il que ça soit fait ainsi. Bon. Donc il y avait une promesse, en tout cas un vrai intérêt chez Emmanuel Macron qui était donné. Et j'ai une sœur qui travaille à la Commission européenne, donc je connais aussi l'engagement des fonctionnaires, hein, des gens qui sont employés pour essayer d'écrire des programmes, de faire des rapports pour que les politiques ensuite prennent les bonnes décisions. Et ceux-là sont souvent aussi heurtés à des décisions politiques qui sont
en dépit du bon sens, pas forcément dans le sens des rapports qu'ils font. Donc quand on incrimine la Commission européenne, en fait, on incrimine les élus qui prennent des décisions à partir des rapports que ceux-ci font. C'est pas voilà, il y a encore une chose. On n'écoute peut-être pas ni les citoyens, ni les experts ou les gens qui prennent la peine de réellement réfléchir sur un sujet. Ça veut dire que vous, les scientifiques ou les gens qui font des rapports, souvent c'est des rapports qui servent à rien, quoi. Il y en a qui moisissent en effet dans des Qui calent des armoires. Oui, il y en a plein. Enfin, j'écoutais Philippe Debrosse parler là à la radio il y a pas longtemps des rapports qui ont été faits sur au niveau écologie notamment, par exemple sur l'agriculture. Est-ce qu'on peut alimenter est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut assurer une autonomie alimentaire avec de l'agriculture bio, par exemple? Il y a plein de rapports qui ont été mis un peu sous le tapis parce que on a un dogme qui On va empêche... des grands groupes. Oui, donc tout ça, je pense qu'il faut accepter les faits, il faut accepter qu'on travaille collégialement. Enfin, c'est surtout le message. Finalement, c'est un peu la petite souris qui s'attaque à la montagne, non? Ah oui, souvent, j'emploie l'expression faire le poil à gratter, mais je pense qu'en effet, c'est ça. C'est essayer de commencer par ça. Si chacun des citoyens qu'on est faisons le poil à gratter, peut-être qu'on aura des politiques qu'on mérite qui seront mieux. Voilà, qui seront Et plus, pour revenir à Saint-Étienne, vous aviez travaillé sur un vrai projet. Sur Saint-Étienne, alors quand la question en fait de la candidature s'était posée, en effet, la première chose c'est de savoir est-ce qu'on est capable de faire un projet. Donc j'ai essayé de faire un projet, pas toute seule. Hein. J'ai sollicité un certain nombre de personnes pour m'aider. On n'a pas raison tout seul, jamais. Donc voilà. Ensuite, c'était aussi faire porter un message d'un groupe à Paris, voir si c'était possible de contrecarrer un petit peu des décisions qui étaient prises par les notables du coin En Marche, qui avaient un peu choisi leur candidat. On est bien d'accord. Et c'était pas la volonté du comité, puisque M. Révelli n'était pas marcheur. Donc, c'est des gens qu'on n'a pas vus lors des présidentielles, qu'on n'a pas vus lors des législatives, qu'on n'a pas vu réellement s'investir, enfin moi, en tant qu'écologiste, dans les associations, et puis qu'on voit débarquer au municipal. C'est pas tout à fait la conception que j'ai de l'engagement politique. Voilà. Je pense que ça doit quand même être une forme de continuité. Justement, on parlait de projet. Comment ça s'est passé? Je vais faire un bref point d'histoire. À Saint-Étienne, il n'y a jamais eu de femme maire, il n'y a jamais eu de femme première adjointe. Et quand je visualisais les échéances municipales, je me disais, tiens, une femme, ça serait sympa. Et je me disais, tiens, En Marche, il y a Magali Vialon qui ferait bien une bonne candidate ou qui aurait toute sa place, quoi. Et je vous voyais vraiment dans les futures candidates. Et comment ça s'est passé pour désigner le candidat, puisque c'est un candidat qui a été désigné? Et comment vous avez vécu ça finalement, sans trop vous épancher, mais comment vous avez vécu ça? Presque, j'ai l'impression que c'était un peu quand même une injustice. Mais quand les règles sont claires et que on donne réellement, enfin, on suit des règles de nomination et qu'on analyse un projet et que tous les candidats déposent leur projet, etc. Moi, j'ai pas la certitude que les règles étaient claires. J'ai pas la certitude que d'autres personnes ont écrit un projet, puisque quand après la nomination de M. Révelli, on a essayé de mettre tous les projets sur la table. Enfin, moi, j'ai exigé qu'on mette les projets sur la table pour essayer d'en faire un. J'en ai pas vu sortir des sacs. Bon. Ensuite, et c'est ce qui a amené un petit peu le détricotage du comité, puisque Lionel Saug, moi, et d'autres, on est partis. C'est pas acceptable. Voilà. C'est pas. Après, on peut accepter que, par exemple, Patrick Révelli avait du temps, ce que je n'ai peut-être pas, avait une forme il était connu de la population, donc peut-être qu'il y avait une adhésion à sa personne qui permettait de faire passer des idées, si tant est que ces idées étaient réunies et faisaient l'objet d'une réflexion commune. Ensuite, donc moi, j'avais pas de problème avec la notion de ne pas être choisi. Je voulais juste élever peut-être, être sûr en tout cas qu'un certain nombre d'idées et un certain nombre de personnes qui avaient participé à ce projet étaient entendues. Et on a bien compris que vous êtes quelqu'un de projet et pas quelqu'un d'ambitieuse pour la place, quoi. Non, voilà, c'est pas d'avoir une place. Enfin, je n'ai pas besoin de ça pour ma notabilité personnelle. Et dernière question sur ces municipales, même si on y reviendra dans le courant de l'émission, comment vous analysez ce score si petit, si bas de 4%? Parce que moi, au départ, je pensais que ça allait être un candidat qui allait rivaliser peut-être avec M. Perdriau. Quand on voit les chiffres, on se dit il s'est passé quelque chose, mais pas dans le bon sens. Moi, je suis pas surprise parce que ça repose pas sur. Enfin, le projet, il est assez creux.
Voilà, c'est pas un projet qui me semble à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. C'est pas non plus un maire, c'est quand même beaucoup de choses. Il faut être surtout sur une métropole. Ça veut dire être capable d'aller discuter le bout de gras avec l'Europe, peut-être de parler anglais, quand même, de savoir quels sont les enjeux aujourd'hui. Demain, peut-être même, on verra que les métropoles ont un rôle encore plus important qu'on ne le pense, hein, puisqu'aux États-Unis, c'est les métropoles qui tirent leur épingle du jeu. Quand on a un Trump au sommet de l'État qui fait n'importe quoi, eh ben, on a intérêt à avoir des villes qui sont solides. Et donc, on voit bien qu'elles s'organisent entre elles, qu'il y a un vrai rôle de la métropole. Je pense, il est souhaitable même que les territoires reprennent le dessus au niveau organisationnel. Hein. Je pense que c'est du local qu'on arrivera à recréer une économie souveraine, intelligente, qui prend en compte socialement le bien-être des gens, qu'on va avoir des PME qui sont soucieuses des gens qu'ils emploient. Hein. C'est les investissements là, de tous ces grands groupes. Moi, ça me fait peur. Ils investissent pour avoir de l'argent. Enfin, quand on voit tous ces milliardaires américains qui investissent aujourd'hui sur l'énergie durable, ils raisonnent comme avec l'énergie fossile en termes de gains. Je pense qu'ils ont perdu complètement de vue qu'il y avait des gens qui travaillaient, dont c'était le gagne-pain à la base et dont il faut organiser la vie décente, etc. L'argent ne doit pas guider le monde. Enfin... Tous ces petits gens qui n'existent pas et qu'on était content de trouver pendant 2 mois, là, les caissières, les gens qui font le ménage, les gens qui sortent les poubelles. Bien sûr, bien sûr. Et puis, donc, repenser tout ça au niveau local, ça doit être faisable. Et ça doit être faisable, dans le sens, il faut que ça soit faisable, pas c'est possible. Et ça veut dire que tous ces problèmes humains et politiques, ça veut dire qu'il y a vraiment plus de gauche, plus de droite, et j'ai envie de dire, on se retrouche les manches et on pose les idées sur la table. Tout le temps qu'on perd à essayer d'être de droite ou de gauche pour des raisons personnelles, pour des petits agendas personnels, pour sa carrière, etc., c'est du temps qu'on perd à ne pas le mettre dans le projet, dans l'efficace, dans le pragmatique, dans les changements, dans les idées, etc. Donc, si on peut faire collégialement, on évite là toute cette petite quête du pouvoir. Et puis, va se dégager uniquement les idées et le plaisir de faire ensemble et d'avoir accompli ensemble. Si on peut revenir à ça, je pense que ce serait bien. Et on va réintéresser les gens. Ça veut dire aussi peut-être qu'il faut changer les institutions. Parce qu'on vote, et il y a toujours le vote pour et le vote contre, le oui ou le non. Et ça, il faut casser ça aussi si on veut. Oui, il faut réfléchir aussi sur nos institutions. Parce que la complexité actuelle, enfin, on le voit sur la santé, on a un haut commissariat à la santé, on a une agence de sécurité sanitaire, on a une agence régionale, on a une agence nationale, on a un directeur de ceci, un directeur de cela. On ne sait même plus qui fait quoi. Puis on va renommer un spécialiste du déconfinement parce qu'on n'a trouvé personne dans toute cette armada voilà. Donc les contre-pouvoirs sont importants. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des contre-pouvoirs, mais on en a créé tellement qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on passe notre temps à essayer de faire des choses, d'organiser des choses, de manager, de faire du management, mais on ne fait plus les bonnes choses. On ne se pose même plus la question de ce qu'il faut faire. Donc revenons un petit peu à l'essentiel. Et vous qui êtes scientifique, on parle de politique, est-ce que vous n'avez pas été choqué qu'en Europe, on n'est pas capable de produire des masques dès le début de la crise là, du Covid? C'est pas justement toutes ces décisions politiques qui sont un peu bizarres qu'on comprend pas? Moi, j'ai été éberluée surtout par la crise du leadership, c'est-à-dire des gens qui avaient l'air d'avoir perdu tout bon sens. C'est-à-dire que oui, on n'avait pas de masque. Bon, c'était sans doute quelqu'un. On a vu que c'était le gouvernement a priori de Hollande avec Marisol Touraine. Bon, très bien, on trouvera toujours le coupable. C'est pas la question. On pouvait dire aux gens, prenez n'importe quoi, un t-shirt, un masque, faites en sorte de vous équiper. Un foulard, on n'a pas besoin que ce soit un truc très compliqué. En Suisse, par exemple, quand je travaillais à l'hôpital de Genève, et c'est vrai dans les pays nordiques et à beaucoup d'endroits en Europe, et en Asie, alors a fortiori, dès qu'on est malade, on met un masque, on a une sinusite, on tousse, on crache, on fait je ne sais quoi, on rassure la personne autour de soi, comme quoi on va garder ces microbes pour soi. L'éducation. Oui. C'était systématique. Vous le faisiez pas, vous étiez regardé comme un délinquant sanitaire. Bon, donc tout le monde le faisait. Là, le premier réflexe, c'était le confinement. Pourquoi pas? On se confine, on prend le temps de réfléchir et on dit aux gens geste barrière, ok. Mais on va pas y raconter n'importe quoi sur les masques qui servent à rien, sur machin, pour avoir une bonne réponse ou une réponse pour communiquer, pour occuper l'espace. J'en sais rien. Ça rend fou quoi les gens. C'est peut-être le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias et qu'il faut remplir les cases. Donc, quand on remplit les cases, on a tout un tas d'experts qui viennent raconter des choses.
Des experts, à la rigueur, pourquoi pas. Mais je veux dire, la commission de Frécy, elle a notamment elle a donné un excellent conseil qui n'a pas été suivi. C'était faites le déconfinement avec les gens. Posez la question aux gens comment ils le souhaitent, quelles sont leurs attentes, etc. Ils l'ont pas fait. Ça a toujours été on décide par décret, on fait par décret. Et On donc, est encore dans l'histoire de ça vient d'en haut pour le bas. oui, et du coup, forcément, c'est inadapté. C'est vrai que c'était un peu curieux d'avoir les mêmes décisions pour Paris et puis pour un village du Cantal. Oui, surtout ce qui est complètement fou, c'est d'avoir une autorisation pour le Puy du Fou et puis de ne pas avoir l'autorisation d'aller sur un marché, Oui, mais ça, c'est de la politique, je crois, hein. l'autorisation d'aller dans un parc. Ben oui, mais ça rend fou. Et on comprend que les gens, ils s'en désintéressent. Parce que si c'est ça la politique, c'est-à-dire s'occuper de ses petits camarades, de ses petits copains, de les placer, des machins, forcément, ça désintéresse tout le monde. Donc, on n'est toujours pas dans le nouveau monde. Non, mais on peut par contre l'instaurer peut-être. Enfin, vous avez démarré ce média dans ce but, non? Oui. Pour continuer dans cet engagement politique, vous avez rejoint CAP 21. C'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de conviction, ou alors c'est une opportunité. Comment ça se passe là? Alors, CAP 21, c'est déjà un mouvement écologiste que je trouvais personnellement intéressant. D'abord parce qu'il y a vraiment des personnalités incroyables. Enfin, je parlais tout à l'heure de Philippe Debrosse, par exemple, qui est donc le gérant d'une très grosse ferme bio sur la Sologne, et qui a une thèse d'environnement, évidemment, mais qui a écrit plein de livres, etc. Donc, c'est des gens qui sont solides dans leur engagement politique, mais qui sont concrets aussi. Dans le réel? Voilà, ils mettent en acte ce qu'ils préconisent. Ils le démontrent au quotidien. Il y a une cohérence dans leur vie, comme les philosophes grecs. Et puis, vous avez des gens comme Bouchra Azouz, par exemple, qui sont ni putes ni soumises. Je ne vous ferai pas un dessin sur ce qu'est le féminisme populaire, mais c'est des gens qui sont admirables et qui déclinent dans leur quotidien, dans leurs actions, et dont le discours vient de là et qui est sincère. Voilà. Après, Corinne Lepage a soutenu Emmanuel Macron en 2017. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'admire aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est avocat, qui a toujours été là sur la défense des causes environnementales. Lubrizol, dernièrement, c'est elle qui soutient les partis publics, enfin, les partis civils. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse, qui a participé à la construction du programme sur les aspects énergétiques, écologie de Macron, qui a été mis de côté après. Donc, bien évidemment, quand j'ai ressenti un peu cette déception, j'ai essayé de regarder qui pouvait rejoindre et qui partageait un petit peu mes convictions. Et donc, CAP 21 m'a semblé une bonne solution. Ça veut dire que pour l'avenir, on va revoir Magali Vialon avec l'étiquette CAP 21 sur la région, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Il va y avoir les départementales, il va y avoir les régionales. Est-ce qu'on va vous retrouver dans ces combats-là, dans ces luttes même? Oui, je vais essayer en tout cas de faire vivre, de solliciter l'engagement. J'espère que cette crise sanitaire va donner une soif d'engagement, que si les gens frappent à ma porte, j'espère qu'ils se sentiront bien accueillis. Et donc, il n'y a pas que moi qui est des qualités et qui aimerait sans doute s'investir au niveau régional, départemental, sur les prochains scrutins, en tout cas, ne serait-ce que pour nourrir le débat d'idées. Et donc, j'espère que tout ce petit monde, on va arriver à l'orchestrer intelligemment et différemment pour séduire. CAP 21, moi, j'ai pas fouillé, hein, mais j'ai dans l'esprit ce côté écologique. Est-ce que ça a un rapport aussi avec le fait d'avoir rejoint Olivier Longeron pour les municipales? Il y avait une synchronicité, il y avait des atomes crochus? Bien sûr. La première chose, c'est qu'on doit se tirer les coudes entre écologistes. Après, on a des abords à l'écologie qui sont différents. Hein. On peut y venir pour différentes raisons. On a souhaité faire une alliance des écologistes sur cette municipale et je pense que c'était important. J'aurais aimé personnellement que que l'on reste au deuxième tour avec cette alliance des écologistes, qu'on porte l'écologie le plus loin possible. Et ça veut dire quoi de rester au deuxième tour avec 10 ou 15%? Mais c'est faire de la figuration, c'est de mettre en avant ses idées? Oui, c'est mettre en avant des idées, c'est avoir plus d'opportunités pour convaincre encore en mettant l'écologie en première ligne, et donc tous ses corollaires sociaux évidemment avec, mais quand même avoir sa propre voix, ses propres mots pour définir ce que c'est, ce qu'on pourrait faire pour Saint-Étienne dans ce sens, et donc avoir, si
être dans les positions avec ce que l'on mérite, un maximum de représentants, mais des représentants qui viennent de cette alliance des écologistes. Et pas uniquement les écologistes qu'on choisit. Il n'y a pas des bons et des mauvais écologistes. Il y a des écologistes qui ont fait 12% au premier tour parce qu'ils avaient un projet et qu'ils étaient tous ensemble. Et qu'on ne doit pas décevoir l'électeur qui a misé là-dessus. Est-ce qu'on a une écologie qui est de droite, une écologie qui est de gauche? Est-ce que finalement, vous pouvez me donner la définition de l'écologie au sens large? Alors, c'est ambitieux. Je ne sais pas, pour moi, l'écologie... On la classe n'est... toujours un peu à gauche. Non, alors ça, je ne suis pas d'accord. Et quand on parle de CAP 21, j'ai plutôt l'impression, quand je vois Corinne Lepage, qu'elle est un peu à droite, cette écologie-là. Donc, est-ce qu'il y a Corinne Lepage a été ministre de l'Environnement. De Jacques Chirac, je crois. Bien sûr. Donc, on pourrait dire, voilà, Corinne Lepage, c'est donc un mouvement écologiste de droite. Oui, on y revient toujours à la gauche et la droite. Je ne pense pas qu'à 21 sur les municipales, au niveau français, est associé tantôt avec des listes de droite, tantôt avec des listes de gauche, selon les endroits. Et donc, porte plutôt une écologie qui est transversale, qui est intégrale, qui ne veut pas, justement, perdre de temps avec ça. L'écologie en tant que telle, il y a beaucoup de choses à en dire. Ça touche, c'est pas seulement mettre 3 arbres dans une avenue. Et une piste cyclable. Et une piste cyclable, c'est essayer de décliner tous les aspects de l'économie pour trouver des solutions et faire en sorte que l'impact de nos sociétés thermo-industrielles soit le moins important possible. Donc c'est vraiment toutes les solutions qui sont possibles pour garder une société moderne, vivable et économiquement viable, mais en s'assurant, en premier lieu, que l'écosystème dans lequel on vit, qui est crucial pour nous, en termes de santé, en termes de ressources, on fait en sorte de le préserver. Si on commence par scier la branche sur laquelle on est assis, on ne va pas aller bien loin. Voilà. Il va falloir qu'on comprenne qu'il faut la préserver, cette branche. On peut peut-être la couper de temps en temps pour faire du feu. Je pensais à un livre qui est magnifique que j'ai acheté l'autre jour à la librairie L'Une et l'Autre là, pendant le déconfinement. On a eu un petit peu plus de temps pour lire. J'ai remarqué que vous glissiez toujours un peu de pub. Vous devez avoir des réductions. Je sais pas. Vous avez des réductions, à mon avis. C'est un commerce de proximité, on va dire. Et donc, ce livre sur les trognes, c'est comment on coupait les platanes, vous savez, pour qu'ils repoussent. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était ultra moche parce que on les amputait, quoi. Et en fait, j'ai découvert dans ce livre que en fait, c'était une économie. C'est-à-dire qu'autrefois, les arbres, s'ils sont si beaux, d'ailleurs, les arbres centenaires de nos sentiers, c'est parce qu'ils étaient coupés régulièrement et que c'était une petite centrale. C'est une vraie façon de faire de la biomasse. C'est-à-dire qu'on va couper, et puis on va laisser repousser, puis on va couper. Mais on va pas tuer l'arbre. On va pas raser à la base. Alors que maintenant, on arrache tout. On arrache tout, on replante. Et alors, voilà. N'importe quoi. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait peut-être faire. Je sais plus pourquoi. Oui, mais on revient à ce qu'on a dit au début de l'émission. Oui. C'est que toutes ces choses-là, notamment la nature, étaient souvent entretenues par des paysans qui avaient un vrai raisonnement. Oui. Ils savaient qu'à telle saison, il fallait faire des choses. Ils savaient que la haie, elle allait protéger du vent. Ils savaient que l'eau allait pouvoir passer pour alimenter le champ. Et tout ça, c'est des choses qui se sont perdues petit à petit. Oui. Et qui reviennent. Alors quand et maintenant, on a des gens avec des papiers et des stylos, mais dans des ordinateurs, et qui ne savent pas la réalité. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais à Terre-Noire, ils ont fait une place. Quand elle était finie, cette place, ils se sont rendus compte que quand il y avait un bus et un camion qui passaient en même temps, ça ne passait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus, ils ont cassé la place et ils l'ont refait. C'est bien des gens qui ne sont pas sur le terrain. C'est quelqu'un qui serait sur le terrain, elle leur aurait dit tout de suite, voilà, ça passera pas un camion et un bus. Bien sûr. Et donc on en revient à ce raisonnement paysan qui fait que chaque chose avait un sens. Faire avec les gens, faire avec les usagers. Sur la place Villebeuf à Saint-Étienne, là vous avez un projet qui se fait avec les usagers. Donc on peut espérer que la place, elle va être designée plus ou moins intelligemment parce qu'on partira des contraintes, des envies des gens et peut-être avec une impulsion politique, en effet, sur l'avenir, une vision, tous ensemble. Et c'est faisable, ça marche. Et le bon sens paysan, mais revenons-y, oui. Surtout qu'on voit que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'excuse que ça n'est pas possible, c'est compliqué. Le bio, ça marche. Dans les années 70, quand les gens disaient qu'il faut faire du bio, on disait « Oh là là, mais les ravageurs, les insectes, les machins, c'est pas possible, jamais on y arrivera, machin. » Eh bien, si, on y arrive. Il y a des gens qui en vivent. Ils en vivent en général mieux que dans les fermes agro-industrielles où les jeunes entrepreneurs paysans sont acculés de dettes, la tête sous l'eau, etc. Il y a tout un tas de magazines. Bon, je ne vais pas faire de pub, hein, donc,
mais qui démontrent que c'est faisable, que c'est possible, peut-être avec des ordinateurs. Hein, c'est peut-être pas des entrepreneurs paysans comme autrefois mes grands-parents. Ils sont modernes, mais par contre, ils reviennent à du bon sens paysan. Ils reviennent à l'écoute de la nature. Mais ce mot bio, c'est pas devenu un terme de marketing, c'est pas devenu un leurre. Parce qu'à acheter 4 bananes bio qui viennent d'Égypte ou d'ailleurs, je vois pas bien l'effet bio sur ma santé, alors qu'il y a des fruits qui sont dans la région, quoi. Ah ben, bien sûr, il faut réfléchir. À chaque achat, il faut réfléchir. Est-ce que les bananes, elles viennent de la Réunion? C'est la France encore. Bon, si elles sont bio là-bas, c'est plutôt mieux pour les agrosystèmes. C'est peut-être un mauvais exemple, la banane. Voilà, la banane, c'est un très bon exemple. Il n'y en a pas trop dans la région, c'est vrai. Et puis, donc, quand on la consomme, c'est parce que c'est la période là-bas et c'est très bien. Et ça vient. Il faut juste faire en sorte que l'énergie qui amène la banane soit la plus raisonnée possible. On ne peut pas faire moins bien. Mieux, plutôt. On ne peut pas faire moins mal. C'est peut-être un peu ce que relève cette crise du Covid, c'est qu'on va peut-être reconsommer plus proche de nous aussi. Voilà, questionner. Les fameux circuits courts. Oui. Ça, c'est peut-être ça l'avenir. Et puis, quand même, consommer des produits quand ils sont à maturité localement. C'est-à-dire on ne se précipite pas sur des cerises ou des fraises en plein hiver, même si on en a envie. Il y a d'autres choses qui sont magnifiques. Enfin, vivre au rythme des saisons. Les grands chefs, par exemple, je pense à Régis Marcon autour de nous, puisque c'est celui qui est le plus proche de nous, ils vivent au rythme des saisons. Ils proposent des cartes qui sont saisonnières. Donc, on devrait avoir le même plaisir chez nous, dans nos assiettes, de faire des choses qui sont de saison. Et du coup, de s'en rendre compte de ces saisons. Oui, mais là aussi, est-ce qu'on n'en revient pas à l'éducation? D'expliquer aux gens qu'on mange tel produit à telle époque et pas à une autre époque. C'est comme si on vous proposait de manger des bûches de Noël au mois de juin. On trouverait ça curieux. Oui. Donc, ça peut être curieux de manger des fraises au mois de décembre. Et ça peut être... Il y a des choses qu'on devrait peut-être réapprendre. On doit réapprendre. Après, on peut pas imposer des choses aux gens. Donc, il faut plutôt que ça soit... déduit, que ce soit une conclusion. Expliquer, voilà, c'est expliquer. C'est un peu le manquement dans la politique actuelle, c'est qu'on n'explique pas. On ne dit pas je vais faire ça pour aller à tel endroit, comment je vais le faire, c'est ce qui manque. On vous dit voilà, demain il y a 100 € de moins sur votre APL, et on n'a pas d'explication. Et c'est peut-être ça qui choque les gens et qui les met en révolte. Si on expliquait où on voulait aller, comment on voulait y aller, on aurait peut-être plus de facilité à comprendre l'objectif. Alors on ne doit jamais perdre cet objectif en tête. Hein. C'est vrai que l'écologie, c'est ça, c'est le temps long, hein, dit Emmanuel Macron. Donc on peut peut-être utiliser ça. On vieillit, et pas que lui. On vieillit, donc la longueur, pas trop. Voilà. Mais donc c'est vraiment jamais perdre de vue cet objectif, cet avenir radieux auquel on veut aller, hein, moins pollué, plus plaisant, avec plus d'oiseaux, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui nous tire. Ensuite, la trajectoire pour l'écrire, toujours ensemble, toujours avec les gens, toujours avec les usagers du quotidien, avec ceux qui sont localement et qui vont vivre la mesure, pour être sûr qu'il y a adhésion. Et puis, peut-être interviewer pas que des politiques, justement. Peut-être donner la voix à des paysans, à des gens qui ont fait cette reconversion bio, qui expliquent leurs difficultés, qui expliquent leur succès, leurs erreurs, enfin, tout. Et puis, des politiques qui soient peut-être plus la chambre d'écho, en effet, des volontés des gens, à l'écoute de la nature, si possible, hein, parce que c'est quand même... une question de durée sur cette planète, oui, voilà, une urgence. Revenir aux saisons. Revenir aux saisons, revenir à ces plaisirs simples. Enfin, moi, il me semble que quand je vois les jardins ouvriers de Saint-Étienne et les jeunes, les personnes plus ou moins jeunes hein, qui sont dedans, parce qu'il y a beaucoup c'est vraiment transgénérationnel, ils procèdent de la même façon que mon grand-père. Donc, et on revient pas au Moyen-Âge. Enfin, on est juste dans de la cohérence, dans du bon sens. Et puis, on arrête les choses débiles. Par exemple, l'incarnation pour moi du truc débile, c'est le robot qui garde sa voiture tout seul à l'aéroport. Est-ce qu'on a besoin d'un robot, c'est-à-dire toute la surenchère technologique, l'exploitation minière qui va avec, l'électricité pour recharger le machin, pour garer une voiture? On ne peut pas la garer, sa voiture. Et puis, et on peut pas y aller en bus aussi. Et on peut pas y aller peut-être en train ou en bus ou. J'ai failli dire en vélo, mais j'ai pas le courage. Et puis peut-être, voilà, est-ce qu'on a besoin de ça? Enfin, on marche sur la tête, voilà. Et donc dans beaucoup de choses comme ça, enfin, les salades toutes faites dans des plastiques, etc., qui ont un contenant pour mettre la sauce, un contenant pour mettre la salade. Et puis elles n'ont plus de goût à la fin, parce qu'il faut qu'on ait des normes d'hygiène telles qu'on les lave 25 fois, elles sont toutes blanches, enfin, ça n'a plus de goût. Justement, on a un bon enchaînement, on en a parlé tout à l'heure.
la réduction des emballages et les déchets. Mhm. Là aussi, c'est un vrai sujet. Oui. Vous m'aviez dit que c'était une mine d'or pour les municipalités et pour je sais pas, il doit y avoir des contrats. Comment ça se passe? Mais le déchet, c'est l'or de demain, puisque c'est comme ça qu'il faut qu'on voit. En fait, il faut qu'on recycle tout. Donc, c'est notre matière première. Comme on avait le charbon autrefois, etc. La matière première, ce sera le déchet. Il faut vraiment qu'on arrive à tout recycler. J'ai vu dans les pays nordiques, il me semble qu'avec l'énergie que ça produit, on alimente des chauffages. J'ai même vu sur une usine de déchets dans les pays du Nord, ils avaient fait une piste de ski. Les gens skient sur sur l'usine de déchets. Ouais, je sais pas si je trouve ça cool, mais non, mais il y a des choses à inventer. Mais en tout cas, oui, déjà, il y a un énorme travail qui est fait. Actuellement, on a des déchetteries collectent tout, etc. Simplement, il y a toujours un petit peu, on peine à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en 2025, on doit faire cette 3e poubelle de déchets organiques. On est un peu en retard là, il va falloir s'y mettre. Parce que... comment vous expliquez que quand vous achetez un yaourt, il y a 15 kilos d'emballage autour? On peut faire différemment. On fait vivre une industrie. Comment ça? Quelle est la vraie raison de tout cet emballage? On n'a peut-être pas réfléchi parce qu'on n'avait pas besoin jusqu'à présent. On s'est simplifié la vie. Voilà. Et c'est vrai que c'était souhaitable. On pourrait imaginer que l'évolution d'une civilisation, la mesure à sa capacité à dégager du temps pour réfléchir, à dégager du temps pour faire du sport, à dégager, je ne sais pas, tout ça. Donc, se simplifier la vie, c'est dégager du temps à vivre pour mieux vivre. Voilà. Par contre, ça s'est fait à un coût qui maintenant commence à devenir vraiment élevé pour les sociétés. Donc, le reste à vivre, il commence à être petit, le pouvoir d'achat, on appelle ça. Voilà. Et puis, par ailleurs, il faut bien que de toute façon, on paye pour recycler ces trucs, peu ou prou, ou toute cette technologie qu'on a mis en œuvre, les robots, typiquement, là, dont je parlais tout à l'heure, on paye pour ça. Donc, il faut revenir à un truc plus modeste. Et localement, ça existe. Prenez du yaourt au supermarché coopératif de la Fourmilière ou dans les épiceries bio du coin. Vous ramenez votre pot de yaourt en verre à la fin. Vous avez consommé que votre yaourt. Il y a 0 déchet. Et vous avez des agriculteurs à Saint-Genélaire qui fonctionnent comme ça, les collines du Midi. Voilà. Donc, on a des fermes qui vivent bien, qui vivent intelligemment, qui ont déjà fait ce saut, et on préserve la nature. Est-ce que cette société qui va changer, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir aujourd'hui des marchés tous les jours, des marchés le matin, des marchés l'après-midi, des marchés le soir avec différents produits, où les gens iraient chercher ces produits-là au lieu d'aller dans la grande distribution et profiter de changer le système? C'est un peu comme l'histoire des restaurants. J'en parlais hier. Pourquoi on ne peut pas aussi se réinventer en se disant, tiens, mais pourquoi on mange tous à midi? Est-ce qu'on ne pourrait pas manger certains à 11h30, d'autres à 15h30, d'autres et étaler les choses un peu? Parce qu'on fait un marché en France, on fait un marché de mardi, un marché de vendredi. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un marché tous les jours? Est-ce que c'est pas donner des idées, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à changer les choses et justement aller dans ce sens de l'écologie, moins d'emballage, moins de transport? Parce que là aussi, est-ce que c'est pas aberrant ces autoroutes où il y a des bouchons sans cesse quand on parle de Givors, quand on parle de la 45? Est-ce qu'il n'y a pas des façons de voir les choses différemment? Mais il y a même des solutions locales. C'est-à-dire que vous avez des producteurs qui sont organisés en coopérative. Je pense par exemple à la ferme, les fermes du Forêt, par exemple, qui sont sur le boulevard Albert Raymond, donc qui est sur le trajet, pour moi, domicile-travail. Il y en a d'autres à d'autres endroits. C'est des points de collecte, finalement. Voilà, c'est des points de collecte. C'est-à-dire les producteurs mettent des cajots et lors de votre retour du travail ou d'autres, vous vous arrêtez, vous prenez ce que vous avez à prendre. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller faire des gros caddies de courses le samedi, quand il y a tout le monde qui y va. Donc j'ai pris 30 kilos de farine avec votre je sais pas voiture, comment faire, etc. On achète plus frais, sans emballage, sur la distance domicile-travail. Donc c'est du commerce de proximité, son pain. Comment on achète son pain? De la même façon. Et donc ces producteurs, ils font des permanences. Celui qui livre des pêches, il vend aussi les fromages de chèvre du copain. Et donc, ils ne sont pas tous ensemble dans ce point de collecte en même temps. Je crois beaucoup en cette formule. Voilà, revenir, redévelopper ça. On ramène ses pots, on reprend son machin, on vient avec ses sacs et on essaye de revenir. C'est pas une contrainte, ça. Enfin, c'est plutôt du plaisir, en fait. Donc, finalement, on n'est pas dans l'écologie, on est dans le vivre mieux, tout simplement. On est dans le vivre mieux, exactement. Et puis, peut-être plus intelligemment. Je ne sais pas si on peut l'utiliser comme terme. J'espère que ça sera vécu comme ça, en tout cas. Ouais. Un sujet que je voulais évoquer également, vous n'êtes pas loin en plus, c'est l'hôpital. On a beaucoup parlé ces derniers jours, bien sûr, des infirmières pendant la crise là, de la maladie, mais il y a aussi des changements. On parle de suppression de lits, on en a supprimé depuis 20 ans.
Quel est votre sentiment et comment on peut là aussi améliorer les choses et peut-être même amener de l'écologie dans l'hôpital? Ah oui, il faut amener. On peut amener de la nature déjà dans l'hôpital. Des fleurs? Ah oui, j'essaye avec d'autres de développer les jardins à l'hôpital pour que les soignants et les soignés puissent les uns trouver une soupape d'évasion parce que c'est des métiers quand même assez stressants. Hein, et puis par ailleurs, les soignés, ils y voient aussi un côté un peu plus plaisant que les locaux de l'hôpital qui ne sont pas toujours très modernes à l'hôpital public, par exemple. Bon. Et donc, nous, on a un hôpital qui est plutôt bien, qui est dans un cadre, un îlot de verdure. On n'est pas dans les hôpitaux parisiens qui sont quand même plus glauques. L'hôpital, il a besoin, qu'on s'intéresse à lui. On a un hôpital qui est devenu, qui est complètement bouffé par l'administratif. Les soignants sont pas assez écoutés. Hein, c'est les résultats des différentes mesures, la loi Bachelot notamment. On est dirigé par Paris, quoi, en gros par les ARS et par les administratifs. Donc peut-être un peu plus de place pour le médecin. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le Covid. Ça a été bien organisé puisque les soignants ont fait ce qu'il y avait à faire, quoi. En toute logique, il n'y a pas eu des ordres qui sont venus. On a vu, hein, il y avait beaucoup de chaos, d'hésitation, d'incurie. Bon. Et là, ça a été géré par les gens, les infirmiers, les soignants, tout le monde a fait le nécessaire. Et une réorganisation sur le terrain qui s'est bien faite avec une participation de la médecine de ville aussi. Et voilà, laissons faire un petit peu, comme on le disait tout à l'heure, aux gens qui font réellement le soin. On les écoute un peu plus, peut-être. Et l'avenir de l'hôpital, c'est quoi? J'ai vu qu'on a travaillé un peu sur le futur des hôpitaux. C'est quoi l'avenir alors là aussi? Là, la consultation, le Ségur de la santé est ouvert. Donc, il faut que tout le monde participe, y aille un petit peu de son point de vue, les soignants comme les soignés. Et puis, on voit, on a quand même un vrai problème avec ce double système en France privé-public, qui n'existe pas ailleurs. Ah oui. Donc, cette compétition entre les structures qui est aberrante, de notre point de vue. Pour moi, un patient, il doit être soigné de la même façon, quel que soit l'endroit où il frappe. Et il doit être pris en charge de la même façon, quel que soit l'endroit où il va. Voilà. Par contre, peut-être on peut faire des différences au niveau de l'hôtellerie, mais en aucun cas du soin. Or, il y a quand même des différentiels de salaire entre le privé et le public qui ne sont pas justifiés aujourd'hui. C'est dû à quoi, ça, justement, ces différentiels? Eh bien, la T2A, donc on ne va pas rentrer dans la technique de l'hôpital, mais la tarification à l'activité qui instaure du coup une forme de rentabilité du système, c'est-à-dire qu'on va pointer du doigt ce qui est rentable, ce qui ne l'est pas. Bien évidemment, à partir du moment où vous avez identifié ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, il y a tout un jeu qui se met en œuvre pour faire que ce qui est rentable. Et puis ce qui n'est pas rentable, typiquement le Covid-19, les patients, les tuberculoses, les prises en charge de 28 jours à peu près en réanimation pour un Covid, ça, c'est pas rentable. Hein. Donc, si vous mettez toute cette charge de non-rentabilité sur l'hôpital public et que vous faites tout ce qui est rentable dans une structure qui est à côté, vous créez un déséquilibre qui fait que vous créez un déséquilibre de salaire. Les médecins à l'hôpital sont moins bien payés que les structures privées. Et puis, vous faites que vous devenez une médecine un peu marchande qui choisit ses actes. C'est pas acceptable, de mon point de vue. Après, on a aussi un problème avec la prise en charge de la continuité des soins, c'est-à-dire que les gens qui font des gardes ne font des gardes qu'à l'hôpital public. Il n'y a pas de partage de la charge de travail et de la dureté de la charge de travail. On prend ce qui est rentable, on prend ce qui est agréable, et puis tout ce qui est compliqué, les patients difficiles, etc., on les laisse à l'hôpital public, sans moyens. Alors moi qui suis ignare dans le domaine, comment ça se passe une infirmière qui est dans le privé ou dans le public? C'est elle qui choisit il y a des diplômes différents? Non. Ça marche comment là? Non, c'est pas un diplôme différent, mais par contre, quand vous dégagez des marges un petit peu plus importantes parce que vous faites des choses qui sont peut-être plus faciles à faire, vous avez une possibilité de payer votre personnel un petit peu mieux, etc. Ce qu'on peut comprendre. Donc si on laisse faire ça, naturellement, on va sédimenter vers ça. Ça veut dire qu'on va manquer de personnel dans les hôpitaux publics? On manque de personnel dans les hôpitaux publics. Actuellement, les gens, dans le service, par exemple, de radio, il y a 50% des gens, on est en sous-effectif de près de 50%. 50%, c'est énorme. Et donc les gens continuent de faire plus. Ils ne gagnent pas plus, mais ils font.
Donc là, c'est vraiment une vraie vocation. Oui, puis alors après, on crée ce qu'on appelle de la téléradiologie, donc une interprétation à distance des actes médicaux parce qu'il manque du personnel, qui est fait dans le privé. Enfin, c'est un cercle vicieux. On n'arrive plus à remonter la pente. Donc, il va falloir rééquilibrer ça Et d'une façon ou justement, d'une autre. comment on fait pour équilibrer tout ça? Il faut des décisions politiques, On met tout le monde autour de la table, on Oui, mais souvent, ça montre fait un la rapport déviance. on fait un rapport qui cale l'armoire, quoi. Ah ben non, là, il faut vraiment Ouais. que tout le monde soit d'accord sur le fait. C'est-à-dire, ça avait l'air bien, en soi, c'est bien de savoir combien coûte un cathéter et combien coûtent les choses, de pas être un panier percé qui ne sait pas combien il a de budget, etc. Donc, d'avoir un recensement, ça a commencé d'ailleurs avec un député qui était communiste, qui était Jacques Ralite, qui a commencé à dire, ce serait quand même pas mal qu'on ait une petite vision de ce que coûte la santé. Et je pense que c'est intéressant de savoir ce que coûte la santé parce que ça permet peut-être d'axer sur la prévention, puisque moins on a besoin de prendre en charge les gens, moins ça coûte d'argent aussi. Donc, c'est des budgets qu'on peut mettre dans l'éducation. Vous parlez de l'éducation tout à l'heure. Donc, ces rééquilibrages intelligents, sur le bon sens, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et à partir du moment où on peut montrer qu'on arrive à un déséquilibre tel qu'on n'arrive plus à former les gens, parce que c'est l'hôpital public aussi qui forme les médecins. Donc, si un jour on n'arrive plus à former le médecin, il n'y aura même plus de médecins de l'autre côté pour faire des choses rentables. Il y a un moment, on va vraiment arriver à un problème. La pédiatrie, par exemple, c'est aussi des activités qui sont pas rentables, qui sont faites essentiellement à l'hôpital public. Et si on perd un secteur de pédiatrie, c'est tout un territoire qui se retrouve sans prise en charge des enfants localement. Donc pour un maire, pour une métropole, c'est un souci quand même. Je pense que perdre un service de pédiatrie, ça serait compliqué. Voilà. Et ça repose pour l'instant sur de la bonne volonté et pas mal de dévouement. Après cette crise, justement, est-ce qu'on n'est pas là c'est pas le moment de se poser des questions et se dire en France, il y a des secteurs, on s'en fout de la rentabilité, on n'exagère pas, bien sûr, on ne peut pas exploser les budgets, mais il y a des secteurs qui seront jamais rentables, donc on accepte de mettre chaque année un peu d'argent pour que ça vive et que ça vive bien et que quand il y a un problème, on ne soit pas débordé et qu'on bloque tout un pays pendant 2 mois, quoi. Tout à fait, surtout qu'on perd plus d'argent après à résoudre le problème que. Mais c'est souvent ça, quand on fait des économies, on les perd plus tard. Voilà, et donc, oui, il y a des choses, en effet. Je pense qu'on peut équilibrer les choses. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, on pourrait très bien équilibrer les choses, faire en sorte que ce qui est rentable compense ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, on peut faire en sorte que les gens n'arrivent pas dans ces situations. C'est un peu la mission du service public, à la base. Oui, les hygiénistes, par exemple, on n'investit pas là-dedans, mais je veux dire, en gros, c'est l'histoire des dents. Si vous brossez les dents tous les jours, vous n'avez pas besoin de sortir un implant à 11 000 € après. Donc, miser sur l'éducation, je pense que l'éducation, c'est vraiment crucial. Et même dans la santé. Enfin, moi, ce que j'essaye de faire lors des journées grand public pour montrer aux gens que la plupart des choses, on peut l'éviter avec de l'activité physique, avec une bonne alimentation. C'est pour eux surtout. Enfin, c'est pour nous à la base. L'hygiène de vie fait qu'on aura beaucoup moins de soucis de santé normalement. Hein, si tout se passe bien. Une autre question, est-ce que le fait d'être rentré en politique, ça vous a posé des problèmes justement par rapport à votre métier? De s'exposer comme ça et de donner ses idées? Parce que je sais qu'il y a des gens, je vais faire un peu d'humour, allez, je sais qu'il y a des gens qui se sont retrouvés sur des photos avec des gens d'En Marche et qui ont été blacklistés après par certaines mairies alors qu'ils n'avaient rien à voir avec En Marche. Donc est-ce que ça vous a posé un souci, vous, dans votre métier? C'est vrai que la politique, c'est un peu un moment, un coming out. C'est-à-dire que quand j'ai été choisie là, pour les législatives, je me suis dit, bon, maintenant, on va voir justement comment ça... Et en fait, non, je pense que les gens, ils n'ont pas été surpris de me voir m'engager plus loin, en fait, que simplement je le faisais dans le métier. Et puis, au niveau associatif, mais non, je ne peux pas dire que ça m'est gêné. Bon, après... En sciences, les premières fois où on fait une conférence devant 1000 personnes, on est ému. La deuxième fois, un peu moins. C'est l'habitude après. Et après, voilà, on prend l'habitude, on apprend. Et après, vous vous dites, ils sont que 1000. Oui, puis bon, c'est comme ça. Puis je suis assez... La vie, elle est pleine de surprises et elle nous amène à des endroits où on n'aurait pas pensé aller. Voilà. Il y a le nombre de fois où j'ai eu des choix comme ça à faire, quand je suis partie en Suisse, quand j'ai choisi la physique plutôt que les mathématiques, quand j'ai choisi de revenir dans le secteur public plutôt que le privé. On prend des décisions des fois à 90 degrés et c'est angoissant. Il faut que ça soit possible à tout moment. Enfin, moi j'aime bien la notion quand même que chacun puisse rebondir
Tout n'est pas acheté dans En Marche, donc il ne faut pas vouloir faire des boucs émissaires c'est trop facile. Voilà. Tout n'est pas acheté dans la gauche, dans la droite. J'ai bien compris que vous étiez une femme de projet. Est-ce que vous vous projetez là, vous êtes déjà dans l'esprit, vous allez candidater peut-être pour les départementales, pour les régionales, est-ce qu'on travaille déjà à ça ou alors c'est de l'abstrait? Là, pour l'instant, à K21, on est dans la prospective. Donc, on est vraiment dans quel est le monde de demain que l'on veut et comment on y va. Donc, comme on est des gens de la société civile, on est très pragmatique aussi. Donc, il y a des gens des énergies renouvelables avec des vrais savoir-faire. On n'est pas dans de l'appareil politique qui veut faire carrière, qui n'a jamais eu d'autres compétences, qui ne sait pas trop comment se recaser en dehors de la politique. On est dans des vrais savoir-faire en œuvre, actifs, et qui se regroupent pour essayer de faire un programme. On est là-dedans pour l'instant. Et puis, si on espère bien vraiment faire le poil à gratter, c'est-à-dire vraiment avoir un programme qui tient la route. Notre objectif, c'est vraiment déjà les universités écologistes d'été. On est très déçus de la position d'Europe Écologie Les Verts qui veut faire des universités d'été avec la gauche. Pour moi, l'écologie n'est pas de gauche. Elle est de gauche, de droite. Elle se suffit à elle-même. Elle a des corollaires dans tous les domaines. Il y a tout est à adresser, pas que le social, l'économie. Il faut qu'on arrive à créer cet équilibre. Et cet équilibre, on ne le créerait pas qu'avec une force. On va le créer avec l'ensemble des forces, l'ensemble des énergies. Et c'est ce qu'on veut faire en premier lieu. Donc faisons ça, voyons comment on arrive à le faire localement. Si on est assez nombreux, on va sur les scrutins. On essaiera de prendre la place qu'on peut, qu'on mérite, que les panneaux plébisciteront, etc. Les électeurs vous donneront. Exactement. Et juste une dernière question pour terminer, pour clore cette heure. Vous étiez sur la liste à Olivier Longeon au premier tour. On sait que c'est la première fois qu'il se passe 3 mois entre 2 tours. Olivier Longeon, donc la liste d'Olivier Longeon, mais si j'ai bien compris, c'est beaucoup Olivier Longeon qui rejoint Patrick Piré-Courbon. Vous n'êtes pas sur la liste de fusion. Comment vous vivez ça et comment vous voyez là aussi ce deuxième tour? Eh bien, moi, je suis déçue qu'on ne puisse pas amener cette liste écologiste au deuxième tour. C'était mon choix. Ensuite, quand on est sur une liste, on n'y est pas tout seul. Il y a 60 personnes sur cette liste. On a sondé les gens en interne. La décision de fusion était loin d'être évidente puisqu'elle s'est jouée vraiment, on va dire, à une voix. Hein. Mais c'est le choix qui a été fait et qui a été retenu en tout cas par les têtes de liste. C'est malheureusement encore un peu trop comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que la tête de liste conduit la liste. La démocratie participative s'arrête quand même un petit peu à un certain point. Et puis ensuite, lors de la fusion, la discussion a été amenée. On a été amené à discuter donc avec la liste de Piré-Courbon. Et clairement, leur demande était un veto sur ma personne. Donc, je la constate. Pour moi, ce n'est pas ce qu'on appelle de la démocratie participative et impliquante. C'est un non-respect des électeurs. Mais c'est ainsi dans le monde politique actuel. Donc, si on veut que ça change demain, eh bien, il va falloir faire autrement. C'est un veto sur votre personne, vous avez dit. Hein? Oui. D'accord. J'en profite donc pour vous signaler que le 5 juin, à votre place, il y aura Piré-Courbon. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Non. Si j'ai une question à lui poser, je lui la poserai en directement. Je peux y réfléchir éventuellement. Mais non, Vous lui souhaitez bonne chance quand même. Même pas. En tout cas, Magali Mialon. Je souhaite que l'écologie triomphe. Triomphe, mais ça gagnera un jour. Vous allez voir, avec toutes ces crises, il va bien falloir que les gens redeviennent raisonnables, qu'ils mettent le 4x4 au garage et qu'ils sortent les fraises au mois de juin, au mois de juillet, et puis qu'on soit tous raisonnables et que surtout, je vois beaucoup d'images en ce moment qui m'énervent et qui doivent énerver beaucoup de gens. Les masques, jetez-les dans les poubelles, quoi. Ça, c'est incroyable. Mais bon, Magali Vialon, merci beaucoup d'être venue à Droit Citoyen. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous ai pas trop torturé. Non, mais vous savez, on entend tellement de monde sur toutes les radios qui refont le monde d'après. J'ai hésité surtout pour ça à venir aussi. Mais nous, on n'a pas de leçon, on a juste un peu de vécu et on aime bien partager les choses. Et moi, j'aime bien comprendre et savoir ce que je dis souvent. Et souvent, c'est bien d'échanger parce que des moments, on est avec les gens, on est sur des a priori et puis finalement, on pense pareil.
C'est Donc ça. c'est toujours intéressant. Et puis des moments on apprend, et puis des moments on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes idées, mais c'est la démocratie. Hein. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Je rappelle que cette émission, on peut la retrouver tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je regarde le directeur qui confirme. Tous les lundis, donc du lundi au vendredi à 19h15 sur la web radio. Et l'émission qui est filmée, donc vous pouvez nous voir, elle est multidiffusée sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, Magali Violon, merci. Et j'ai envie de vous dire bon vent. Gardez la fibre verte. Merci Puisqu'on pour est à l'invitation. Saint-Étienne et qu'on est avec les Verts. Donc on dit bon courage à tous les Verts et puis on se dit à la prochaine fois. Et nous, on se retrouve demain une nouvelle fois pour le direct live. On aura la chance de recevoir quelqu'un qui est extraordinaire aussi. C'est Patrice Queneau. On va beaucoup parler de médecine et on parlera aussi du virus. Et puis on parlera de beaucoup de choses avec Patrice Queneau. C'est le rendez-vous, c'est demain après-midi également. Merci beaucoup. Au revoir et encore une fois, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Rendez-vous avec Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen. Droit Citoyen, c'est de l'information libre